Bonsoir à toutes et tous et merci d'être présents à ce débat, le dernier de la semaine avant le meeting qui aura lieu demain à 15 heures. Ce soir, le sujet qui va nous occuper est celui de la crise démocratique. Donc, avant d'aller plus loin dans les discussions, je vais vous donner quelques petits points de contexte et sur pourquoi ce sujet est aujourd'hui essentiel dans notre camp. Alors, on a vu ces derniers mois, en fait, l'émergence de plus en plus forte de critiques et la manifestation de perte de confiance dans la représentation politique. On peut, par exemple, penser au mouvement des Gilets jaunes et sa revendication du référendum d'initiative populaire, qui a parfois eu des traductions dans les programmes au moment des élections municipales. On peut également penser à l'émergence d'expériences assez inédites, notamment l'organisation d'une campagne concernant la demande d'un référendum autour de la privatisation ou non des aéroports de Paris, qui ont été des éléments structurants à gauche ces derniers mois. Cependant, dans le même temps, à côté de ces expériences plutôt réjouissantes, s'y oppose une dure réalité. Déjà, l'essoufflement progressif du mouvement des Gilets jaunes, de nombreuses semaines de lutte contre la réforme des retraites qui n'ont pas réussi à aboutir, et l'existence encore et toujours de scandales de collusion entre les intérêts publics et privés. En témoigne notamment la démission de Jean-Pierre Delevoye, qui ne viennent qu'alimenter ce sentiment de défiance envers nos représentants et alimentent cette crise démocratique. Donc on assiste à une érosion de la confiance qui est quelque chose d'assez récurrent dans le domaine politique français. Et c'est une réflexion, puis tenter de formuler des débouchés qui vont nous occuper ce soir. Donc avant d'aller plus loin, je vais vous présenter brièvement les intervenants. Alors ce soir, on a un plateau parfaitement paritaire avec tout d'abord Claire Monod, qui est membre de Génération et qui est conseillère régionale d'Île-de-France, qui a participé il y a quelques jours au meeting Coronaviril et qui est conseillère régionale d'Île-de-France, tout comme Julien Drey, membre du Parti socialiste et membre du bureau national du Parti socialiste. À leur côté, Mathilde Panot, qui est députée de la France Insoumise, Bastien Faudot, co-animateur de la GRS, Evelyne Ternant, qui est membre de la direction nationale du PCF, Stéphane Saint-André, qui a été maire de Béthune et député et qui est aujourd'hui membre de la direction des radicaux de gauche, Claude Touchefeu, qui est conseillère municipale de Toulouse pour GDS, et enfin, en grand témoin, Thomas Brantôme, qui est historien du droit et des idées politiques et co-auteur d'une très belle histoire de la République. Alors, avant d'aller plus loin, c'est Thomas Brantôme qui va commencer par prendre la parole en nous expliquant d'une part ce qu'il attend de la discussion de ce soir et comment lui, il analyse cette crise démocratique, notamment en la mettant en regard avec la crise sanitaire. Ensuite, donc, les invités, vous pourrez réagir chacun votre tour en essayant de limiter les interventions à 2 minutes. Et ensuite, on en viendra donc à une réflexion sur les débouchés qu'on peut donner. Et donc, pour ce premier temps, si vous pouvez justement réagir à l'intervention de Thomas en précisant, en alimentant la réflexion avec vos expériences d'élus ou les programmes politiques de vos organisations respectives. Oui, bonjour à toutes et à tous. D'abord les participants, mais également les gens qui sont devant leur écran. Donc effectivement, j'ai accepté avec grand plaisir cette invitation parce que la crise démocratique est un sujet majeur de notre temps. Je dirais que au niveau universitaire et des recherches, ça fait une trentaine d'années qu'on analyse la crise démocratique, mais on peut dire que véritablement le phénomène s'est accéléré et maintenant dans toutes les lèvres, sur toutes les lèvres. Et donc je vais essayer de dire en 3-4 minutes comment progressivement les choses sont apparues. Et je dirais en 3 temps, il me semble qu'on a d'abord eu une fatigue démocratique qui est devenue un malaise démocratique et qui aujourd'hui est une crise démocratique. Le premier temps, c'est donc une fatigue démocratique que je situe au milieu à peu près des années 90. Donc on se rappelle du contexte général, effondrement soviétique et donc de l'idée communiste dans un premier temps. Donc il y a une atmosphère un peu de désenchantement. La gauche social-démocrate ou du moins du Parti socialiste est un peu déçu. Et donc on voit un premier sentiment d'assèchement du politique et de la démocratie à travers le début de l'abstention qu'on va voir dans les urnes, qui est une première manifestation de cette fatigue démocratique.
Ensuite, l'érosion des corps intermédiaires, on y reviendra peut-être. La démocratie, c'est aussi une organisation de la société avec des corps intermédiaires, et on voit, c'est le début en fait de l'exode vis-à-vis des partis politiques. Les syndicats aussi rentrent en crise, un petit peu le milieu associatif. Et puis enfin, je dirais que dans cette fatigue démocratique naît, ou du moins commence à naître, un sentiment qui est que la vie politique française nous offre une alternance sans alternative. C'est-à-dire qu'en fait, on va passer de gauche à droite selon les élections présidentielles, mais que finalement, il n'y a pas de grande différence, notamment depuis, on va dire, le tournant de la rigueur 83, où on estime que la gauche hégémonique s'est ralliée au libéralisme économique, au néolibéralisme. Et donc, à partir de ce moment-là, on ne voit plus vraiment cette différence. Et comme normalement la démocratie se nourrit du conflit, c'est le premier problème. Mais le temps de ce problème démocratique va s'accélérer véritablement dans les années 2000, je dirais en 2005, qui me semble être vraiment la césure de notre contemporanéité démocratique, puisqu'en 2005, c'est le référendum concernant la Constitution européenne. Et on a deux temps. On a un premier temps plutôt favorable, c'est-à-dire qu'il y a une remobilisation démocratique. Les gens s'en souviennent. On allait dans les gymnases discuter. Donc là, il y a une revitalité démocratique qui est plutôt optimiste, qui débouche sur le non. Et Nicolas Sarkozy, élu en 2007, décide, en passant par le Congrès, de faire voter le contraire de ce qui avait été décidé par le peuple, donc en 2008. À partir de ce moment-là, véritablement, il y a un ressenti qui n'est pas simplement métaphysique, mais qui est ressenti par l'ensemble des gens, de se dire on a voté quelque chose, on nous a dit le contraire, donc la démocratie est véritablement bafouée. Et on y reviendra, à mon avis, en ligne de mire rentre la question européenne, évidemment, qui va mettre en tension la question démocratique. Je renvoie par exemple à un livre d'un universitaire d'Harvard qui s'appelle Le peuple contre la démocratie. L'auteur s'appelle Yascha Mounk, c'est quelqu'un de plutôt modéré et qui nous dit la démocratie vit deux problèmes actuellement. Il y a évidemment dans un premier temps ce qui serait donc des démocraties illibérales, donc il parle de la Russie de Poutine, peut-être même des États-Unis de Trump, de la Hongrie de Orban, donc là, le problème, c'est vraiment le libéralisme qui est étranglé, mais il dit qu'il y a un deuxième problème, c'est l'inverse, le libéralisme antidémocrate, et il parle de l'Europe comme ne respectant pas forcément la volonté des peuples. Donc, le sujet est très important, et de ce malaise, j'arrive à mon troisième point, on rentre dans véritablement la crise démocratique, où on voit jaillir des entrailles du peuple européen, mais même un peu du monde entier, des manifestations vraiment de mouvements populaires mettant en cause cette démocratie qui serait seulement chimérique. Donc, en 2011, on a eu à peu près ce qu'on a appelé le mouvement des places, tout le monde s'en souvient, donc Los Indignados en Espagne, Occupy Wall Street aux États-Unis, en France, Nuit debout. Et ce qui était très singulier sur le terrain, c'était que là où normalement ce genre de manifestations étaient traditionnellement des mouvements populaires avec des demandes sociales, là la vraie demande était la demande démocratique avec vraiment des slogans comme la démocratie réelle. Et plus près de nous, Marion Beauvalet l'a dit en introduction, les Gilets jaunes qui ont fait irruption dans la vie politique française dans une séquence à mon avis majeure pour notre histoire, ont évidemment mis en tension, en critique la question des modes de vie, la question économique, mais aussi très vite la question démocratique, en reconnectant avec une forme de demande de démocratie totale ou du moins réelle, à travers des instruments tout à fait intéressants que pouvait être effectivement le RIC, que pouvait être la question du mandat révocatoire, la question de conventions citoyennes. Donc on en arrive là, et donc je termine en 30 secondes en disant une chose, c'est que évidemment, il ne faut pas se tromper. Lorsqu'on dit qu'il y a une crise démocratique, il ne faut pas jouer avec les mots. Si on entend démocratie comme le contraire de la dictature ou d'un système totalitaire, ça serait faux de dire qu'on n'est plus en démocratie, même s'il y a des problèmes au niveau des violences policières, des quartiers populaires où vraiment les libertés sont mises en tension. C'est plutôt dans le sens de l'origine du concept. C'est pour ça qu'on se pose la question si on est toujours en démocratie. Le concept que tout le monde sait,
qui vient du mot grec démos et kratos. Kratos, le pouvoir, et démos, le peuple. La vraie question donc, qui se pose aujourd'hui sur cette crise démocratique, c'est est-ce que le peuple a toujours le pouvoir? Merci beaucoup Thomas pour cet éclairage et ce propos liminaire. Donc on va donner tout de suite la parole aux participants. Peut-être déjà Stéphane Saint-André, si vous voulez réagir, notamment en mettant en regard les propos de Thomas avec vos diverses expériences d'élus. Oui, alors peut-être, bonjour d'abord. Avant de commencer, effectivement, Thomas Brantôme vient d'expliquer ce qui amène depuis quelques années à ce fossé entre le citoyen et l'État. On souffrait déjà d'une insuffisance démocratique, il l'a très bien rappelé, et on doit affronter cette pandémie qui, à mon sens, creuse un peu plus ce fossé. Le récent mouvement des Gilets jaunes, vous l'avez dit également, était déjà révélateur de ce sentiment que la République n'est plus en mesure de satisfaire aux désirs des citoyens. Et c'est ça qui est important, car la démocratie, c'est finalement l'exigence que la volonté politique du citoyen sera pleinement prise en compte. Et ce n'est plus le cas. Les Françaises et les Français ont raison d'avoir, c'est plus qu'un sentiment, d'avoir ce sentiment que il y a un écart de plus en plus important. Cette pandémie met en lumière aujourd'hui des inégalités sociales que nous connaissions, mais aussi des inégalités territoriales. Et là, c'est l'élu local qui effectivement parle. Il y a fort à faire sur le chantier de la décentralisation, mais j'aurai l'occasion d'y revenir peut-être après, parce que c'est vrai que l'abandon de pans entiers de territoire, notamment en termes de services publics, c'est pas seulement le service public comme on le vit aujourd'hui avec l'abandon, on le voit bien, du service public de santé ou d'éducation, mais c'est aussi l'abandon de tous ces services sur le territoire qui finalement éloigne un peu plus le citoyen. Et donc la crise, elle est aussi alimentée sur les territoires à cause de cela. Merci beaucoup. Claude Touchefait, si vous voulez réagir maintenant. Merci, bonsoir à tous, à toutes. Oui, alors les questions sont posées. Est-ce que le peuple a toujours le pouvoir? Dans quelle évolution on est? Et moi, je voulais faire le lien vraiment entre la crise démocratique à la lumière de la crise sanitaire. Et du coup, montrer l'évolution peut-être aussi du côté du pouvoir, de l'exercice du pouvoir. La première image que je voulais partager en fait avec vous, c'était celle du 29 février, Conseil de sécurité et Conseil des ministres, quand Édouard Philippe, donc Conseil des ministres consacré à la crise du Covid, et Édouard Philippe en profite pour déclencher le 49.3 sur la réforme des retraites. Tout ça pour dire que voilà, il y avait la guerre contre le virus, mais que ça faisait pas une trêve dans la guerre contre les salariés et la démocratie. Et c'est dans un contexte déjà où la crise démocratique était bien ouverte que la crise sanitaire s'est ouverte. Et il y a de ce côté-là, c'est pour ça qu'il faut s'alarmer, on était aussi dans une trajectoire où effectivement de plus en plus, ou de moins en moins, le peuple avait le pouvoir. Et moi, je voulais mettre l'accent sur deux éléments de contexte qui doivent nous alerter beaucoup aujourd'hui. Aujourd'hui, dans le moment où nous sommes, dans la crise et dans ce moment d'état d'urgence sanitaire. Le premier, c'est que, d'une certaine manière, et comme le dit Paul Aliès, que je vous conseille sur ces questions-là, qui a fait une bonne série de posts sur crise démocratique et crise sanitaire, qui dit qu'on était déjà dans un état d'urgence partiel mais permanent. Rappelez-vous, depuis 2015, l'état d'urgence décrété en 2015, après les attentats à Paris, reconduit 6 fois, puis aboutissant à une loi qui a entériné ce qui devait être des mesures inscrites dans le temps et avec une durée de vie limitée, qui les a inscrites de manière durable dans le temps.
la liberté d'aller venir, le droit au respect de la vie privée, de l'inviolabilité du domicile, tout ça avait pris un coup, et donc on avait une sorte de malheureuse jurisprudence, on va dire, assez récente, du fait qu'un état d'urgence, donc qui devait être exceptionnel, s'inscrivait durablement dans le temps. Et donc aujourd'hui, on doit s'inquiéter de ces mesures qui ont été prises, soi-disant, dans l'urgence, et qui pourraient s'inscrire et aboutir à une limitation de l'état de droit et des libertés publiques. Le deuxième aspect que je voulais aborder, c'était que depuis plusieurs années aussi, dans une évolution, on avait de plus en plus un climat global de restriction des libertés publiques et une criminalisation de mouvements sociaux, on va dire, d'une manière un peu rapide, et où les mouvements sociaux étaient traités de plus en plus par la répression physique et juridique. Je dis une accélération très nette ces 3 dernières années, mais je n'oublie pas les mobilisations contre la loi El Khomri et comment déjà François Hollande et Manuel Valls utilisaient la même méthode, le même binôme, on va dire, répression et passage en force 49.3. Donc, il y a rappelons-nous, on avait le meilleur moyen de délégitimer, voilà, c'est comme ça qu'on dit, le mouvement social, et notamment la réponse aux Gilets jaunes qui demandaient plus de démocratie. Ça a été quand même la loi anti-casseurs il y a un peu plus il y a un an, la loi anti-casseurs qui amenait à criminaliser la parole d'en bas, la parole qui s'exprimait d'en bas avec cette réponse comme ça. Pour être complet, il faudrait développer aussi la question de la maîtrise de l'information, la question de comment aussi ça a été traité pendant actuellement, dans l'état d'urgence sanitaire, la question de la justice, bien sûr, ou la question de la surveillance. Mais je ne peux pas tout dire d'un coup, mais ce que je voulais dire, c'est qu'en écho à ce qui a été dit en introduction, c'est que moi, je partage l'idée que on est toujours en démocratie, certes, mais quand même, on a une évolution, une trajectoire vers ce que Paul Aliès dénomme pour la France comme ailleurs d'ailleurs, mais une trajectoire vers le despotisme. Et il dit là, actuellement, je vais le citer, comme ça ce sera plus clair, les frontières entre l'état de droit sous sa figure démocratique représentative et despotisme se brouillent encore un peu plus dans cette crise sanitaire. Il le dit pour la France et pour d'autres pays. Et pour être clair aussi, entendons-nous sur le terme, il dit, et je partage tout à fait cette appréciation, le despotisme n'est pas la forme suprême du fascisme ou la dictature, c'est tout simplement une forme de gouvernement autoritaire et arbitraire. C'est la domination absolue d'un souverain ou d'un groupe de gouvernants. Et donc, je pense qu'il faut voir qu'en écho à la crise de la démocratie vécue, ressentie par en bas, il y a aussi, de l'autre côté, une évolution vers ce qu'on pourrait qualifier d'une forme de despotisme. Et c'est pour ça que dès maintenant, aujourd'hui, dans cette crise sanitaire, il faut s'alarmer, s'alerter et se mobiliser par rapport à tous ces éléments qui sont en train de s'inscrire. Alors évidemment, il faut se battre aujourd'hui pour que le Parlement reprenne la main. Aujourd'hui, il n'y a pas de raison que... Voilà, donc je vais juste... excusez-moi, je suis un peu longue, je n'ai pas pris mon minuteur, j'aurais dû. Je reviendrai après sur les exemples toulousains d'entorse aussi à la liberté d'expression qu'on a vécu récemment. Merci beaucoup. Justement, les diagnostics que vous avez posés, ça me donne envie de donner la parole à Mathilde Panot sur justement toute cette question de judiciarisation de la vie politique, tant par la répression par le bas des mouvements sociaux et par le haut. Qu'est-ce que ça vous inspire et comment vous, en tant que député, vous vous positionnez dans cette période d'état d'urgence sanitaire ? Merci, bonjour à toutes et à tous. Un grand merci à Thomas pour cet exposé introductif que je partage totalement et notamment sur la démocratie piétinée en 2005. Alors, on observe effectivement depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron un autoritarisme encore plus fort, mais plus généralement, nous, à la France Insoumise, nous sommes partisans d'une 6e République parce que nous disons que la 5e République dépossède le peuple de son pouvoir et exclut les citoyens de la possibilité de décider concrètement. On demande aux gens de voter une fois tous les 5 ans et puis après, quoi qu'il se passe, nous n'avons aucun instrument pour aller sanctionner la personne du président qui est responsable et qui est complètement justement irresponsable dans cette 5e République. Et puis, une chose quand même que je voulais dire en introduction juste avant l'état d'urgence sanitaire qui me paraît quand même important, c'est que depuis 2016, l'État refuse, le gouvernement ne fait plus de campagne d'inscription sur les listes électorales. Nous sommes dans un pays où 3 millions de gens sont non inscrits sur les listes électorales, 6,5 millions sont mal inscrits.
Donc, on a organisé l'exclusion et le dégoût des gens de la politique, notamment avec les promesses non respectées, le fait de ne pas pouvoir décider. Et depuis qu'Emmanuel Macron est arrivé, une judiciarisation extrêmement forte et une répression à la fois policière et judiciaire. Je pense notamment aux militants de Bure, mais aussi aux 16 perquisitions qui ont eu lieu le même jour, en même temps, sur la force d'opposition qui est la France Insoumise. Donc une répression extrêmement forte qui montre que la République en marche ne tolère des citoyens que lorsqu'ils sont silencieux et soumis. Une assemblée qui est plus godillotte que jamais et qui a encore moins de pouvoir que jamais parce que ils ont une majorité absolue au Parlement, donc ils n'ont aucun intérêt même à aller faire des deals avec un groupe ou l'autre. Donc les droits de l'opposition sont complètement bafoués dans cette assemblée. Et vous l'avez rappelé, et je pense que c'est important quand même, le peuple qui est dans la rue depuis, bon, à part cette période de coronavirus, mais depuis 2 ans, sans discontinuer toutes les semaines, les gilets jaunes, les soignants, les manifestations retraites, et absolument rien qui bouge du côté du pouvoir, donc un mépris complet de ce que demande le peuple et notamment de ce que nous soutenons avec le référendum d'initiative citoyenne et le droit de révoquer ses élus. Et alors là, en pleine crise sanitaire, au moment où justement il y a une mobilisation populaire qui est là, qui a envie justement d'être utile à l'intérêt général, le président concentre encore plus les pouvoirs avec cet état d'urgence sanitaire, avec des inquiétudes très fortes parce que on sait et on a vu avec les états d'urgence sur la question du terrorisme que généralement ça se retrouve dans la loi après de manière pérenne, et c'est notre inquiétude très forte vu ce qu'il y a dans cet état d'urgence sanitaire, avec un président qui décide absolument tout seul. La seule chose que nous ayons au Parlement, c'est une mission d'information. Donc, pour que les gens comprennent, une mission d'information, c'est une mission qui n'a pas les prérogatives d'une commission d'enquête, donc il y a quand même beaucoup plus de pouvoir d'enquête. Nous n'avons qu'une mission, donc où nous recevons les ministres les uns après les autres, avec 1 minute de temps de parole pour leur poser des questions et contrôler le gouvernement. Donc, on a, dans cette crise sanitaire, au moment où justement il faudrait plus de démocratie, et notamment plus de démocratie sanitaire et dans l'entreprise, une hyper-présidentialisation, je vais y arriver, et un président qui décide tout seul. Merci beaucoup. Alors, Mathilde, vous n'êtes pas la seule personne à être élue ici. Et je pense que là, c'est intéressant de donner la parole à Claire Monod, donc, qui est conseillère régionale d'Île-de-France, pour justement voir en quoi cette période d'état d'urgence sanitaire change sa pratique d'élu au quotidien. Oui, vous m'entendez là? Bonjour. Oui, bonjour à toutes et bonjour à tous. Oui, alors tout à fait, merci Marion. Je voudrais vraiment illustrer ce glissement qu'a présenté Thomas pour commencer et les propos que vient de tenir sur la situation à l'Assemblée nationale Mathilde à l'instant. Parce qu'en tant qu'élue régionale, donc membre du groupe pour une alternative écologique et sociale, on mesure en ce moment vraiment pleinement et plus que jamais vraiment toute la considération que porte la présidente de région au débat démocratique. Pour l'heure, on est 209 élus et donc l'Assemblée est réduite à 8 personnes qui sont les présidents de groupe, mais les décisions, là aussi, sont prises totalement unilatéralement par la présidente qui applique alors à la lettre le dispositif de l'ordonnance de l'état d'urgence sanitaire. Si vous voulez un exemple, là, aujourd'hui même, il y a quelques heures, le plan de déconfinement des transports en Île-de-France, un petit sujet, vient d'être présenté sans débat ni vote, d'accord, au sein d'Île-de-France Mobilité. C'est un exemple, mais ça en dit long quand même sur l'importance des décisions qui peuvent être prises dans ce contexte-là. Alors en fait, je voudrais juste aller un peu plus loin parce que cette crise sanitaire et le lien effectivement entre crise démocratique générale et crise démocratique dans l'état d'urgence sanitaire, en fait, cette crise n'est qu'un révélateur, mais ultra efficace des défaillances actuelles et de la tendance généralisée à remettre en question, mais partout, l'intérêt même du débat démocratique. Et au nom de quoi? Au nom de l'efficacité libérale et productive. Donc, vous comprenez bien, en Île-de-France, par exemple, Madame Pécresse n'a pas le temps de discuter, n'a pas le temps d'argumenter, d'expliquer, de délibérer, voire même de voter. Donc, en Île-de-France, en fait, ça fait déjà 4 ans que l'on a vu passer 9 révisions du règlement intérieur, consistant à faire baisser le temps de parole, le droit de défense des amendements, enfin tout ce que décrivait Mathilde Panot à l'Assemblée
en Île-de-France s'est démultiplié. Notre groupe a déposé un grand nombre de recours et la Cour d'appel administrative nous donne raison. Pour l'instant, ça ne change en rien le comportement et le fond de l'action de la présidente de région. Donc, voilà, c'est juste une illustration pour dire que vraiment, que ce soit au niveau national ou au niveau local, régional en l'occurrence, tout va vraiment dans le même sens, au nom, encore une fois, de l'efficacité libérale et productive. Merci beaucoup, Claire. Ces réflexions, notamment donc, sur l'exigence de productivité, ça me rappelle cette interview que donc, Julien Drey vous avez donnée à Libération, où vous expliquez notamment que l'État rend les armes, vous parlez d'un État qui se croyait fort. À qui, justement, l'État rend les armes et en quoi ça influe sur cette question de crise démocratique aujourd'hui? Et par rapport à l'introduction et par rapport aux différentes interventions, moi je crois qu'on ne peut pas parler de crise démocratique si on ne parle pas de crise sociale. Et la crise sociale, elle prend des formes différentes. Et si on lit les deux, c'est là qu'on voit que la démocratie, à ce moment-là, n'est plus pertinente parce qu'elle ne répond pas à la crise sociale et aux demandes sociales. Et c'est pour ça que dans le tableau qu'a fait notre professeur à l'entrée, moi, je n'ai pas exactement la même lecture. La lecture que j'ai, c'est qu'il y a une crise démocratique parce qu'il y a une réapparition encore plus forte de la crise sociale et que cette crise sociale ne trouve aucun débouché comme il le faudrait par rapport à ces demandes. Et c'est comme ça que je pense qu'il faut lier les choses, à mon avis. Ce qui fait que, sur le fond, parce que c'est ça la question qui est posée, pourquoi la gauche n'a pas su profiter de tout cela dans les années qui viennent de s'écouler? Parce que sur le fond, et notamment la gauche réformiste, elle s'est coulée dans les institutions de la Ve République. Et que tant qu'on n'abordera pas de fond la question des institutions de la Ve République, et quand on considérera que, comme disait Mitterrand, les institutions étaient mauvaises avant moi, elles le seront après moi, mais quand j'y suis, j'en profite, et bon, on s'en sortira pas. Et alors, là, c'est là où on est dans un moment très particulier. C'est parce que on vit, et on peut constater les tendances autoritaires, mais on vit une crise là qui est absolument incroyable. C'est-à-dire que, et elle est française, elle est plus française que dans les autres pays. Pourquoi? Parce que dans les autres pays, ce sont pour la plupart des démocraties parlementaires. Et donc le message populaire, il pèse à travers le Parlement. Or en France, comme c'est une démocratie bonapartiste, eh ben, le message parlementaire, comme l'ont expliqué les interlocuteurs à tous les niveaux, il ne pèse pas. Et alors pourquoi j'ai dit au début de la crise, c'est le juin 40 sanitaire d'un État qui se croyait fort et qui n'est plus fort. C'est ça le moment particulier dans lequel on est. Ce n'est pas un problème d'incompétence des uns et des autres, même si des fois on a envie de rigoler, mais c'est d'abord et avant tout parce que le système institutionnel a été totalement paralysé. Parce que comme c'est un système pyramidal qui marche par une délégation qui vient d'en haut et où il n'y a aucune responsabilisation des corps intermédiaires, eh ben ça ne marche plus. C'est ça qui est intéressant dans le moment dans lequel on est. Et la prise de conscience, d'après moi, qui est particulière de notre pays, c'est que les gens se sont rendus compte que tout d'un coup, il y a quelque chose qui ne marche plus. C'est-à-dire qu'il y a un mec qui dirige un bateau, un mec ou une nana, mais en l'occurrence, c'est un mec, et il appuie sur des manettes, et il y a plus, les manettes ne répondent plus. Je vais prendre un exemple très simple. L'affaire des masques est révélatrice de ce point de vue-là. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas bien ou mal anticipé, c'est qu'ils ont des règles de comptabilité publique qui sont incapables de les transgresser. Et donc là où il fallait agir en urgence, et où tous ceux qui étaient sur le terrain savaient qu'il fallait en urgence, eh ben, le comptable, le trésorier payeur général, le comptable, l'appel d'offres, le machin, etc., tout ça fait qu'ils étaient totalement paralysés et ils sont incapables, y compris de comprendre la complexité des situations parce que tout rentre dans un moule. Et la question qui est posée désormais, c'est bien celle-là, c'est est-ce que la gauche va prendre conscience, parce que le peuple est en train de prendre conscience aussi de ça, que le moment est venu de tourner la page institutionnelle de ce pays pour répondre à la question sociale. Et la question, évidemment, c'est le retour à un régime parlementaire représentatif avec toutes les choses que nous avons dit les uns et les autres pendant des années, mais que nous oublions régulièrement quand on vient au pouvoir. Merci beaucoup. Evelyne Ternant, peut-être maintenant, justement, là, on a un nouveau sujet qui vient d'émerger, qui est celui de la question des institutions de la Ve République. Pour continuer à avancer, quelle analyse faites-vous de tout ça, tant pour revenir sur l'analyse de Thomas Brantôme qu'au point où nous en sommes du débat? Oui, bonjour à tous. Je partage l'analyse qui a été faite du fait que la crise démocratique s'est constituée sur longue période. Et elle touche tous les aspects de la vie.
la vie politique, bon, ça a été bien évoqué avec les institutions, le présidentialisme, les mains concentrées entre les mains dans l'exécutif et le Parlement effacé. Mais il y a aussi la vie sociale avec des réformes successives, des lois du travail qui vont de la loi El Khomri aux ordonnances Macron, qui ont défait des droits sociaux, fait reculer les droits syndicaux. Et il y a aussi la vie collective dans les territoires, avec une réforme territoriale récente qui éloigne les pouvoirs de décision des citoyens, un aménagement du territoire sous la chape de plomb des politiques d'austérité qui a créé des déserts en service public, qui explique largement le mouvement des Gilets jaunes. C'est tout cet ensemble qui crée de la défiance vis-à-vis du pouvoir politique. Ajoutons le fait que les citoyens perçoivent parfaitement le fait que des décisions importantes, économiques notamment, échappent aux institutions politiques, avec un grand pouvoir, un pouvoir qui a été concédé aux marchés financiers, aux directions des multinationales, et avec des institutions, notamment européennes, qui ont été placées hors du contrôle démocratique. L'exemple emblématique est celui de la Banque centrale européenne, qui est réputée indépendante des pouvoirs politiques, mais bien dépendante des marchés financiers. Et on peut ajouter aussi ces politiques européennes qui ont été imposées contre la volonté des peuples sur des dogmes libéraux, d'ouverture à la concurrence des services publics, de réduction des dépenses publiques. Il y a enfin, et ça a été bien cité dans l'introduction, sur ce fond de poids des puissances économiques, il y a ces alternances de pouvoir droite-gauche qui n'ont pas changé concrètement la situation des personnes, des plus démunies notamment, et bien entendu ce déni de démocratie, pour finir, qu'a été le refus de prise en compte du vote de 2005. Donc effectivement, c'est tout cet ensemble, et aujourd'hui, la crise sanitaire est l'occasion pour le pouvoir de renforcer son autoritarisme, ce qui, évidemment, et je partage ce qui a été dit, est très inquiétant parce qu'on arrive vers un point de basculement avec un régime d'exception dont certaines mesures pourraient durer au-delà, qui devient extrêmement préoccupant. Il y a ce qui a été dit, l'effacement du Parlement, et il y a cette pluie d'ordonnances et d'arrêtés préfectoraux qui dépassent largement, qui débordent largement du domaine sanitaire, et notamment dans les droits sociaux, le recul sur les congés, sur les RTT, etc. Il y a une atmosphère liberticide qui se développe dans le pays, avec l'extension du droit à verbaliser, par exemple, avec le traçage des citoyens, qui vont jusqu'à la violation du secret médical. Et le paradoxe, c'est qu'au moment où l'exécutif se donne les pleins pouvoirs, en tout cas les exige et les a obtenus du Parlement, les pleins pouvoirs, il se montre incapable, comme ça a été bien dit avant, de faire face à la crise sanitaire. Donc, je termine en disant que le choix du pouvoir, c'est de réprimer plutôt que de responsabiliser les citoyens, alors même que le confinement est respecté quand même par une très, très grande majorité de citoyens. Et donc, je pense que dans ce choix politique, bon, il y a peut-être une addiction particulière de ce pouvoir à l'autoritarisme, mais je pense qu'il y a aussi la volonté de museler, de brider par avance le mouvement social, les révoltes que la violence de la crise économique pourrait faire naître très rapidement.
Merci beaucoup pour cette réponse complète. Et pour finir donc ce premier temps d'échange, Bastien Faudeau, on a vu que donc Évelyne Ternant a touché du doigt la question des services publics. Donc peut-être pour compléter, vous me donnez quelle place justement à cette disparition de certains services publics, la fragilisation très profonde dans certains territoires, à la crise démocratique qu'on traverse aujourd'hui? Bonjour à tous d'abord. Merci effectivement pour les propos introductifs de Thomas Brantôme. Je dois dire que globalement, sur les états de diagnostic croisés, je partage beaucoup de choses qui ont été formulées jusqu'ici. Mais je prendrai le problème par un autre côté. On entend fleurir et revenir beaucoup la question de la souveraineté autour de concepts d'épithètes qui viennent s'égrener. On parle aujourd'hui de souveraineté sanitaire, l'exigence du retour d'une souveraineté sanitaire, c'est-à-dire la maîtrise de notre destin en matière de médicaments, de laboratoires pharmaceutiques, de production, etc. On a beaucoup parlé aussi de souveraineté alimentaire, on parle parfois de souveraineté écologique, de souveraineté industrielle. Et au fond, le cœur de la crise démocratique que nous vivons est une crise de souveraineté, si on veut être précis. Qu'est-ce que j'entends par crise de souveraineté? Parce que je pense que crise démocratique ne dit pas suffisamment de choses. La crise de souveraineté dit deux choses. D'une part, tout ce que vous avez détaillé, je dirais sur les manifestations, des obstacles qui sont faits aujourd'hui à la liberté d'expression, y compris au droit de manifester, je pense que ça a été effleuré à quelques moments, le peu de reconnaissance qui est fait à la représentation nationale, au Parlement en particulier, dans un régime effectivement très présidentiel, enfin, toute la dimension institutionnelle et formelle de la démocratie. Mais il y a un autre enjeu, et dont nous n'avons pas encore parlé, et qui me semble, moi, absolument impérieux, c'est en fait la question non pas de la représentation du pouvoir, mais de son efficacité, de son effectivité. À partir de 83, Thomas Brantôme l'a esquissé en fait à travers son propos, c'est jouer une chose essentielle, c'est le grand déménagement du pouvoir. Le pouvoir politique, contrôlé par les citoyens et par la souveraineté populaire, a progressivement été transféré en d'autres lieux. Alors pas complètement, par par-ci, de façon parcellaire. C'est ce que décrit Colin Crouch, l'auteur britannique, dans son livre sur la post-démocratie, c'est-à-dire l'ère de la post-démocratie dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Ces lieux de pouvoir, on peut les citer. C'est évidemment, d'une façon générale, la puissance de l'argent, je ne vais pas reciter Mitterrand, les lobbies et les groupes d'influence, le transfert du pouvoir à des autorités extérieures, évidemment, je pense au pouvoir monétaire pour la Banque centrale européenne, le pouvoir normatif de la Cour européenne de justice de l'Union européenne, les pouvoirs du FMI, ceux de l'OMC, etc., etc. Je ne vais pas tous les détailler. Et je dirais qu'au fond, par-delà toutes les considérations autour de l'idée que la démocratie formelle est aujourd'hui malmenée, et qui sont très justes, que je partage totalement, les entorses faites depuis des mois, je disais, à la liberté d'expression, le risque de traçage et de fichage à travers l'application qui est inventée par le gouvernement anti-Covid, toutes les nouvelles technologies, je dirais, c'est un témoignage d'une chose, c'est qu'au fond, les libéraux, la grande révolution libérale a réussi à inculquer une chose, c'est que les libéraux, au bout du compte, n'acceptent l'État que lorsqu'il est là pour protéger le capital. Et donc, tout ce qui visera à protéger le capital sera bon. Et il n'y aura pas trop d'État en la matière. Pour tout le reste, en revanche, ça a été le grand déménagement des lieux de pouvoir. Et je terminerai sur ce point. Donc, par-delà toutes les considérations que vous avez évoquées, j'en ajouterai une qui, d'après moi, doit être le grand combat de la gauche pour les 10, 20 ans qui viennent. C'est la question de la restauration de la puissance publique, de la restauration du pouvoir politique dans un monde où on a organisé sciemment le transfert. Et il est à noter une chose, c'est que dans cette crise, et je dirais d'une certaine façon comme la crise de 2008, elle agit comme un puissant révélateur. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui a marché depuis le début du confinement le 16 mars dernier? Au fond, c'est tout l'ancien monde, entre guillemets, j'utilise là les termes des libéraux, de la République sociale. L'hôpital public, bien qu'il ait été malmené, a quand même fonctionné. Et son corollaire, le système de sécurité et de protection sociale. Les services publics en général, on parle trop peu du travail qui a été fait à distance par les enseignants. Je dirais également
l'État-nation, parce que nous oublions peut-être une chose dans cette affaire, et ça les libéraux ont eu beaucoup d'ardeur à s'en prendre à l'État-nation depuis maintenant plus de 30 ans, c'est que la solidarité, dans ce moment de crise, pour tous ceux qui l'avaient oublié, elle s'exprime à travers tout le pays, qu'on vive au Pays Basque ou à Strasbourg, à Dunkerque comme en région PACA. Et cette solidarité, aujourd'hui, elle est nationale. Et au fond, face à l'urgence sanitaire, on a vu le gouvernement prendre des tas de dispositions. On y reviendra sans doute plus tard, mais Darmanin va m'expliquer qu'il n'y ait pas de plafond à la dette. On a entendu Stéphane Séjourné expliquer qu'il ne fallait pas avoir peur du mot nationalisation, le plan d'urgence de 110 milliards d'euros, le financement des hôpitaux qui se fait par ordonnance alors que pendant des années, il n'y avait pas d'argent magique, etc., etc. Les libéraux, la réalité leur a mis un tel coup de pied au cul. C'est pas la démocratie là qui leur a mis un coup de pied au cul, c'est le réel, c'est le virus. Qu'ils ont finalement accepté de ravaler toutes les sourates, les sornettes, les catéchèses auxquelles ils nous avaient soumis depuis des décennies. Et le grand enjeu, c'est de savoir maintenant pour la gauche si, une fois la réalité du virus passée, elle arrivera à prendre le relais pour mettre, elle, un coup de pied au cul aux libéraux qui sévissent aujourd'hui au pouvoir. La restauration démocratique passera d'abord par la restauration de mon point de vue, de la puissance et du pouvoir politique, étant entendu qu'il est contrôlé par les citoyens. Voilà, excusez-moi d'avoir été un peu long. Alors merci beaucoup. Là, on va clore le premier temps de notre réflexion. Pour débuter le second, je vais redonner la parole à Thomas Brantôme. Là, on a tout un tas d'organisations politiques, de personnes qui ont des mandats à des échelles différentes et qui sont acteurs de la vie politique française. Qu'est-ce que vous attendez, vous, Thomas Brantôme, pour l'après ? D'abord, je vais un peu répondre pour qu'on soit effectivement dans le débat de tout ce qui a été dit. Je voudrais dire deux choses. D'abord, à Julien Drey, évidemment que la crise, elle est démocratique et sociale. Bon, comme on m'a interrogé sur la crise démocratique, j'ai commencé là-dessus, mais il va de soi que les deux sont ensemble. Mais ce qui, à mon sens, caractérise le moment, c'est que les Français ont le sentiment d'avoir été dépossédés de leur pouvoir d'agir. Spinoza dirait puissance d'agir, mais c'est un peu la même chose. Ça veut dire quoi, être dépossédé de son pouvoir d'agir? Je pense qu'effectivement, il y a la dimension sociale. Chez les Gilets jaunes, je resterai marqué par ces gens dans les marches des Gilets jaunes qui disaient « Je marche parce que à Noël, je ne peux pas acheter des choses pour mes petits-enfants ». Il y avait cette idée de pouvoir. Actuellement, en Seine-Saint-Denis, on voit qu'il y a un problème alimentaire d'ampleur, une crise sans précédent sur l'impossibilité, donc je ne peux pas m'acheter à manger. Donc évidemment qu'il faut le noter et que ça a bien percuté la question démocratique, parce que je suis d'accord avec Bastien Fodot sur le fait que on ne doit pas simplement penser la question des institutions, mais aussi la question de cette dépossession du pouvoir, qui est aussi la question de l'argent, j'y reviendrai plus tard. Mais dans cette dépossession du pouvoir d'agir, il y a également cette question du pouvoir de voter, du pouvoir d'être maître de sa destinée. C'est ça la promesse en fait démocratique. Aujourd'hui, on le voit sur Internet, là, il y a une demande très forte des citoyens de pouvoir être entendus, de critiquer ces lieux de pouvoir qui seraient une caste, qui seraient bloqués. Nous-mêmes, là, parlant, on dirait pourquoi vous et pas d'autres. Donc il y a une vraie crise sur ce sentiment que le pouvoir politique, le pouvoir citoyen a été racorni. Et donc j'arrive à mon deuxième point et je m'arrêterai là-dessus. Pourquoi, à mon avis, il faut prendre au sérieux vraiment ces questions-là? Parce que véritablement, on peut dire que la démocratie est en crise. C'est qu'en effet, je l'ai dit en introduction, Kratos, il y a la question du pouvoir. La démocratie a été inventée au 5e siècle avant notre ère, chez les Grecs, dans des conditions dont, là, je n'ai pas trop le temps de dire comment ça se déroulait au quotidien, mais globalement, il y avait une démocratie directe. Elle se fondait sur des choses peu glorieuses, puisque c'était sur l'esclavage, permettant évidemment à des citoyens en plus seulement masculins de pouvoir en permanence faire de la politique. Mais ce qui est intéressant à avoir en tête, c'est qu'au moment où la démocratie survient en France, en 1789, tout de suite la question qui est posée, c'est quelle démocratie peut-on faire ? Et la réponse qui est très vite donnée par les constituants, c'est dans un pays de 26 millions, on ne peut pas se réunir comme les Grecs faisaient. Donc, on va proposer un nouveau modèle qui s'appelle un gouvernement représentatif. Et je veux m'arrêter là-dessus parce que je pense vraiment que les gens ne doivent pas prendre de haut la demande démocratique qui survient un peu partout, même sur Internet. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le gouvernement représentatif,
il a mis à distance la démocratie directe sur deux arguments. D'abord, il a dit, nous sommes plus capables. Vous êtes illettrés, vous n'avez pas d'éducation. Voilà, c'est ce que Guizot défendra dans une logique d'élitisme de la raison. Les républicains lui répondront, bah non, nous, on va éduquer les gens. Mais peu importe. Donc, capacité. Deuxième possibilité, ils disent, nous, le gouvernement représentatif, nous allons mieux servir l'intérêt général que vous, qui êtes peut-être animé de mauvaises intentions. Le peuple voudra simplement servir ses intérêts. Or, aujourd'hui, et c'est la fin de mon propos, pourquoi la question démocratique est si importante? C'est que cette présentation, cette forme de la démocratie qu'est le gouvernement représentatif vient de voler en éclats. Un, sur la question de l'intérêt général, parce que comme ça a été dit par les autres intervenants, il n'y a plus le sentiment que l'intérêt général est servi par les différents gouvernements politiques. Je fais partie, par exemple, d'un think tank qui s'appelle Intérêt général. On fait une note sur les services publics, ça a été dit. Les services publics, normalement, c'est la République au quotidien. Et en fait, ces services publics ont été décortiqués, démembrés, saccagés. Et enfin, deuxième chose, ce gouvernement représentatif, il disait on est meilleur que la démocratie parce qu'on est plus capable. Et aujourd'hui, la crise du Covid, c'est quand même ça qu'elle est en train de poser. C'est les gens ont remis leur destin à des gouvernants et on a l'impression que non, ils ont échoué. Ils ont échoué dans la préparation, ils ont échoué dans la préparation, dans la capacité de cette mission qui leur a été donnée. Donc je pense qu'on vit un moment qui n'est pas simplement métaphysique, qui n'est pas simplement d'une culture démocratique, mais vraiment très tangible. Alors, merci beaucoup pour cette sorte d'introduction à cette nouvelle partie du débat. Encore une fois, là, c'est possible de limiter les réponses à 3 minutes maximum. Peut-être pour commencer, Claude Touchefeu, justement là on voit dans ce que dit Thomas Brantôme qu'il y a une forme de perte de confiance assez généralisée, donc peut-être au préalable, comment on fait pour redonner la confiance aux citoyens pour ensuite permettre de revitaliser ces promesses de démocratie représentative? Je crois que oui, il y a une crise de la démocratie représentative parce qu'elle s'est octroyer des pouvoirs qu'elle n'avait pas à avoir. C'est-à-dire que la représentation, ce n'est pas forcément la captation du pouvoir pour un temps illimité. Ça peut être aussi la déconnexion de la mission, de la fonction et de la personne, par exemple. Aujourd'hui, on a une personnalisation à l'extrême et il y a une confusion totale sur la notion même de représentation. Et c'est évident qu'il faut aujourd'hui réconcilier le vote pour quelque chose et l'élection pour quelqu'un. Aujourd'hui, c'est on est libre. Ça, c'était un des mots d'ordre du Gilet jaune, moi, que j'aimais bien, sur on veut voter et pas élire. Mais moi, je pense qu'il faut retrouver une forme de reconstruction d'une démocratie représentative. Mais si vous me permettez, je vais peut-être faire un peu un truc à côté, mais qui en même temps, pour moi, est au cœur des discussions. Aujourd'hui, on l'a dit là, hein, la gauche, elle a une responsabilité très forte et il y a une urgence à reconstruire quelque chose d'un espoir commun. Et je pense que la première chose que je voudrais dire, en fait, c'est que nous avons, nous, ce devoir de démocratie, la gauche, les écologistes, pour recréer ensemble de la perspective. Et pour ça, justement, il faut qu'on se détache de cette sorte de matrice du présidentialisme patriarcal de la Ve République. Et que donc la première question qu'il faut qu'on se pose, et je crois que ça nous permet de nous poser aussi les questions de comment on reconstruit ces articulations entre participation, délégation, mandat, contrôle, etc., en nous posant pas comme première question derrière qui on se rassemble, hein, c'est qui le prochain leader de la gauche, qui c'est qui doit prendre le leadership à gauche, mais comment on travaille ensemble. Et en introduction, il y a eu une formule qui est très révélatrice, qui était de parler de la gauche hégémonique. On a vécu sur un système où les différents partis de gauche, nous, enfin notre génération en tout cas, là, depuis ces derniers temps, où à gauche, il y avait un parti hégémonique qui donnait le là d'une certaine manière, et puis les alliances, c'était une stratégie d'alliance. Aujourd'hui, ça ne peut plus fonctionner. Et bon, je reviendrai après sur la notion de trahison, des mandats, etc. Mais du coup, il nous faut non pas se demander derrière qui, mais comment ensemble. Et en se posant cette question-là, nous travaillons sur nous sommes obligés de travailler sur les modalités de travail en commun qui nous permettent de répondre aussi, de construire ces réponses à ces questions. Comment chacun, les militants, et pas simplement les personnalités, mais sont écoutés, entendus. Est-ce qu'on connaît
les circuits de prise de décision sont lisibles pour tout le monde, comment on tranche certaines questions. Et nous savons, on le sait là entre nous, que sur la question de la 6e République, démocratique, parlementaire, proportionnelle, écologiste, féministe, pacifique, je pense qu'on sera assez vite d'accord sur ça. Sur la question des services publics, de retrouver la puissance publique, on sera d'accord. La question, c'est comment on arrive à travailler ensemble, comment partout, au niveau national comme au niveau local, on construit aujourd'hui des instances qui nous permettent de travailler sur accords et désaccords du programme. On sait qu'à 80% on est d'accord, on sait aussi qu'on est complémentaires, qu'on ne dit pas tous la même chose, mais qu'il y a une complémentarité dans les organismes de gauche. Donc oui, on doit pouvoir, en créant entre nous des instances de discussion démocratique entre les différents partis, ouverts évidemment aux associations, etc., travailler aussi sur toutes ces questions des modalités d'articulation, pouvoir, délégation, mandat, etc. Je ne suis peut-être pas très, mais je crois que c'est le moment de mettre ça en œuvre aujourd'hui. Vraiment, c'est le moment parce qu'on ne pourra pas se poser la question de 2022 simplement sur derrière qui. Nous partageons assez de choses pour pouvoir le faire ensemble, si aussi on bouscule ça, cette fonction démocratique entre nous. Merci beaucoup. Dans votre propos, vous posez la question du comment. Seulement, je pense qu'on peut dire que si la crise sanitaire, elle est d'une violence inédite, la crise démocratique, elle est, elle, plus ancienne. Et donc, pour les organisations politiques, c'est pas un sujet inédit. Notamment en 2017, elles ont déjà pu poser dans leur programme des éléments de solution. Claire Monod, je sais que dans le programme de Benoît Hamon, il y avait plusieurs propositions. Est-ce que la situation aujourd'hui, ça vous amène à les actualiser ou vous pensez que ce sont toujours les plus à même de répondre à cette crise démocratique ? Oui, pour aller vite, merci Marion. Effectivement, dès 2017, la conscience était tout à fait là et comme le décrivait Thomas, de la nécessité de transformer les outils. Donc, nous demandions déjà dès 2017, évidemment, la suppression du 49.3 et son remplacement par un 49.3 citoyen qui était un peu finalement une façon de signifier la nécessité de la transformation des institutions et singulièrement l'accès à une 6e République. Et donc, de ce point de vue-là, je constate en fait que toute organisation politique de gauche que nous soyons et écologistes ici, nous allons dans le même sens. Je considère véritablement que cette transformation est un lien et un sujet sur lequel nous devons nous appuyer très rapidement pour construire la suite. Maintenant, je voudrais dire aussi, je voudrais ajouter un élément très important sur cette crise démocratique en quelques mots, parce que cette crise démocratique, elle est largement aussi liée aux enjeux écologiques. Et j'aimerais prendre le temps d'en parler 2 minutes, pas plus, parce que aujourd'hui, ces dysfonctionnements liés aux enjeux écologiques et toutes les luttes ne sont possibles que dans la rue, ne sont possibles que sur le terrain et qu'elles ne trouvent aucun débouché. Et que l'ensemble de ces luttes écologiques et l'exigence de transformation de nos institutions au regard de la sauvegarde de la biodiversité ou ne serait-ce qu'au regard du respect de l'accord de Paris, eh bien, tout ceci ne donne lieu à aucune réponse. Alors, il peut y avoir une pétition signée par 2,5 millions de personnes, d'accord ? La pétition intitulée « L'affaire du siècle », c'est quand même pas un petit sujet démocratique, c'est quand même la première fois qu'une pétition atteint un nombre pareil, bien au-delà, plus du double de ce qui a été signé pour ADP. Qu'est-ce qui se passe ? Rien. En l'état aujourd'hui de la situation, par contre, le MEDEF a bien compris ce qu'il fallait faire et donc ils exigent dès maintenant l'abaissement des normes environnementales pour la reprise après le confinement, c'est-à-dire la reprise d'un bon vieux productivisme bien polluant. Et donc, cette question véritablement de l'enjeu écologique qui est absolument fondamentale dans une nouvelle démocratie. Il peut y avoir des marches climat. D'accord ? Les marches climat ont rassemblé dans le monde mais combien de millions de personnes et en France aussi. Qu'est-ce qu'il se passe ? En France, la répression policière comme seule réponse. Voilà où on est aujourd'hui la démocratie au regard de l'enjeu écologique. Donc ça n'est pas une réponse et ça n'est pas du tout normal. Il peut même y avoir installé par le président de la République une conférence citoyenne pour le climat, d'accord ? Elle donne des conclusions, qu'est-ce qui se passe ? Rien. Ok.
la démocratie, pour l'instant, c'est cause toujours avec cette conférence citoyenne. Donc, tout à l'heure, on disait le citoyen se sent dépossédé de son pouvoir d'agir. Alors, en matière d'écologie, franchement, là, on part vraiment de très loin. Donc, moi, je dis juste que la démocratie, au regard des questions écologiques, a besoin aussi d'un nouveau cadre, parce que sinon, ça génère, de la même façon que les tensions sociales, des tensions extrêmement importantes de demandes qui ne sont pas satisfaites pour la biodiversité ou pour la transition climatique. Aujourd'hui, la démocratie paraît gelée et confisquée par le pouvoir libéral et productiviste. Donc, la demande démocratique aujourd'hui, elle rejoint la demande écologique et il n'est plus envisageable de fonctionner dans une 5e République où l'urgence est de mettre mais par contre, l'urgence est de mettre en œuvre les mesures permettant de faire baisser les émissions de gaz à effet de serre et le CO2, bien sûr. J'en ai fini, mais pour signaler qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Le confinement a créé une situation historique, mais historique, où évidemment les émissions de gaz à effet de serre et le CO2 ont baissé de façon absolument drastique dans le monde entier. On a tous en tête ces vues atmosphériques là, au-dessus de la Chine, au-dessus de l'Europe, au-dessus des États-Unis, où l'on voit la réduction de la pollution à un niveau 0 pratiquement, ce qui est inédit et totalement improbable. On nous aurait dit ça il y a 3 mois, tout le monde serait parti d'un grand fou rire, on est bien d'accord. On a réussi à le faire. Et donc, il est absolument urgent aujourd'hui de poursuivre dans cette dynamique-là et de ne surtout pas redémarrer une société sur la base de ce productivisme qui est associé aux émissions de gaz à effet de serre et de CO2. Donc, à quelques jours là, du déconfinement, il nous revient vraiment, là, tous, forces politiques de gauche et écologistes que nous sommes, de nous accorder sur les dispositions qui permettront de ne surtout pas redémarrer comme on l'a fait, mais de partir sur une société et une 6e République dans laquelle sont totalement intégrés les enjeux écologiques. Merci beaucoup. Vos propos, ça m'évoque ceux notamment les propositions qui sont faites par la France Insoumise. Justement, Mathilde Panot, qu'est-ce que ça vous évoque, toutes ces réflexions, et notamment les mettant en regard avec la revendication qui est celle de la mise en place d'une 6e République et d'une Assemblée constituante? Merci. Je voulais donner 2 exemples de ce qui s'est passé dans cette crise sanitaire qui, je crois, continue d'illustrer comment les intérêts privés ont pris la main sur notre République en détruisant l'État, les services publics dont on parlait. Le premier exemple, c'est en pleine crise sanitaire, alors que tout le monde a justement compris ce que voulait dire souveraineté alimentaire, souveraineté sanitaire, souveraineté populaire. Il y a 2 accords de libre-échange qui ont été signés, un entre l'Union européenne et le Mexique et l'autre entre l'Union européenne et le Vietnam, alors qu'on sait qu'il faut d'urgence relocaliser et que pour le coup, là aussi, l'intérêt général a été piétiné. Et puis l'autre, c'est le scandale des masques où on nous a menti. Et l'usine de Plaintel, donc qui est celle dans le Morbihan, qui produisait, je crois, 4 millions de masques par semaine, a été fermée donc en 2019 pour là aussi des questions de profit, pour être délocalisée en Tunisie. Et cette usine-là, dès 2019, dès avril, les salariés en lien avec la collectivité territoriale, mais aussi en lien avec les consommateurs et les clients, avaient proposé de faire une SIC, donc une société de coopérative d'intérêt collectif, qui l'a resubordonné l'appareil productif à l'intérêt général et à l'intérêt de la collectivité plutôt qu'aux intérêts privés. Et donc, la démocratie dans l'entreprise, ça doit être quelque chose qu'on doit penser fortement, y compris parce qu'on a un gouvernement qui a refusé de décider quels étaient les secteurs essentiels et de laisser les syndicats décider avec les travailleurs et travailleuses comment est-ce qu'ils devaient être protégés et éventuellement réorienter leur production. Donc, une fois qu'on a dit ça sur comment est-ce que ces intérêts privés on met en fait en danger nos vies, parce qu'on ne peut pas dire autre chose que ça, et vont créer des situations dramatiques. On a parlé tout à l'heure, Thomas parlait de la faim. Moi, j'ai une femme qui vient et qui a 5 enfants, qui est mère célibataire et qui raconte qu'elle mange un repas tous les 2 jours pour que ses enfants aient à peu près de quoi avoir à manger à leur faim. Donc c'est ça la situation sociale qui va s'aggraver encore dans la suite. Donc la seule manière de lutter contre les intérêts privés, contre les forces de l'argent, c'est la force du nombre, c'est la souveraineté populaire.
Et c'est pour ça que nous, on propose une constituante. En ce moment, il y a un dégagisme extrêmement fort qui était déjà là en 2017. Et moi, je pense qu'il faut avoir le courage de dire que le dégagisme, il touche non seulement celles et ceux qui sont au pouvoir, mais toutes les formations politiques, syndicales, et que ce dégagisme, nous devons l'entendre. Oui, il y a besoin de faire table rase sur ce système qui a privilégié un petit nombre au détriment de la majorité sociale de ce pays. Donc, nous devons tout remettre à plat, repenser des règles vertueuses. Nous disons par exemple, moi j'ai été élue avec, et je le dis et je l'admets, j'ai été élue avec un taux de participation qui est très faible, comme tous les députés de l'Assemblée. Et à un moment, il va falloir arrêter cette fuite en avant constante d'exclusion du peuple. Et moi, je pense que l'après, il ne peut pas se faire en ayant, même avec les forces de gauche qui sont ici, en faisant, nous, un accord et en disant le monde d'après, même si j'adhère à beaucoup des propositions qui ont été dites. Le monde d'après, il doit se construire par le peuple, avec les gens. Sinon, on n'y arrivera pas. Et pour le coup, on a des choses qui ont beaucoup avancé dans cette crise. Tout le monde comprend ce que veut dire les services publics maintenant. Tout le monde comprend le combat des soignants et des soignantes. Eh bien, c'est là-dessus qu'il faut s'appuyer et à partir de là, construire le monde d'après, parce que si nous n'avons pas une mobilisation populaire, nous n'arriverons jamais à construire une 6e République qui remet l'intérêt général au centre. Merci beaucoup. Evelyne Ternant, peut-être, comment on fait pour réussir à investir les citoyens, à les impliquer en fait, dans nos luttes aujourd'hui quand on est une force de gauche? Eh bien, je crois qu'il y a beaucoup à faire pour intervenir maintenant sur ces plans d'urgence qui sont déversés de l'Europe et du pouvoir national et des régions. Parce que cela fait beaucoup d'argent et selon nous, ces plans d'urgence non seulement ne vont pas résoudre la crise, mais ils vont l'aggraver. Parce que ces plans ont une caractéristique, ils ne sont pas faits pour le travail, ils ne soutiennent pas l'emploi, mais ils soutiennent le capital. On a l'exemple des aides aux entreprises qui ne préservent pas l'emploi. Il n'y a pas d'interdiction de licenciement en contrepartie. Il y a une absence de contraintes sur la distribution des dividendes des actionnaires. Le soutien aux services publics est le parent pauvre de ces plans, même pour l'hôpital, c'est à minima, il n'y a pas de plan d'embauche massive. Et enfin, les modes de financement de ces plans renvoient au marché financier et donc vont accroître la domination du capital. Et évidemment, en complément de cela, ils sont conçus de manière technocratique sans qu'à aucun moment il soit prévu d'associer les syndicats, les usagers et les mouvements associatifs. Eh bien, moi je dis, ce mouvement populaire qui effectivement est la condition pour transformer réellement le système économique, eh bien ce mouvement populaire, commençons maintenant à proposer des mobilisations sur ce plan, sur ce qui est en train de se passer. Et je vois deux perspectives possibles, deux voies de contenu pour impulser ces mobilisations populaires maintenant. Il y a d'abord la question sanitaire. La crise sanitaire, elle exige, pour être réglée, pour qu'on y remédie, elle exige qu'il y ait une démocratie sanitaire. Nos organisations au Parti communiste, nos fédérations ont écrit au préfet dans beaucoup d'endroits pour demander qu'il y ait des commissions départementales et régionales qui associent les soignants, les usagers, les élus pour contrôler, proposer, pour contrôler l'état sanitaire, pour proposer, pour vérifier si les besoins en matériel sont satisfaits, pour exiger l'annulation des PRS qui continuent à s'appliquer malgré le refus, dans la plupart des cas, des collectivités locales. Eh bien, en attendant des réponses qui ne viendront peut-être pas, pourquoi ne pourrions pas créer les forces de gauche, avec les syndicats, avec les usagers, pourquoi ne pourrions pas créer des comités de mobilisation, des comités unitaires d'action pour exiger
et participer à cette démocratie sanitaire. Et puis, il y a un deuxième sujet très important qui est le contrôle des fonds publics et des fonds bancaires qui accompagnent ces plans. On voit, il vient d'être évoqué la crise alimentaire qui touche beaucoup de quartiers populaires. Il y a en ce moment des artisans, des petits patrons, des indépendants qui sont en train de faire faillite parce que les banques les coulent, parce que les compagnies d'assurance ne les protègent pas, n'assurent pas leur perte d'exploitation. Et le pire, c'est que les banques aujourd'hui, elles ont la main sur ces crédits qui sont garantis par l'État. Ce sont elles qui sélectionnent, qui mettent au panier des milliers de dossiers. Eh bien ça n'est pas acceptable. Et nous pensons que nous devrions créer là, de la même façon, avec les syndicats, les associations, les citoyens, des commissions de suivi, de contrôle, de veille, d'alerte qui exercent les pressions politiques et qui orientent différemment ces plans qui, encore une fois, vont aggraver la crise. Et puis, à partir de ces conquêtes démocratiques territoriales qui doivent se mettre en place localement, départementalement, régionalement, eh bien, on peut aussi viser plus haut, plus loin dans la transformation. Et par exemple, imaginer que des lieux de confrontation démocratique puissent évoquer quels sont les besoins en nouvelles productions, en nouvelles activités conformes aux intérêts sociaux et écologiques. Comment on mobilise des financements fiscaux, des financements bancaires pour appuyer ces propositions et comment, dès maintenant, on pourrait construire une sécurité sociale du XXIe siècle, c'est-à-dire la sécurité qui assure professionnellement l'ensemble des citoyens avec un revenu, avec la disparition de l'angoisse du chômage, c'est-à-dire avec un revenu en contrepartie d'un emploi et d'une formation. Donc moi, je crois que la réponse aujourd'hui, c'est l'innovation démocratique et territoriale et des expérimentations inédites qui, bien sûr, n'excluent pas, au contraire, le débat entre des organisations auxquelles nous sommes très favorables, comme celui-là, avec les citoyens, décentralisés, bien entendu. Mais le caractère indispensable d'impulser des mobilisations populaires, je crois que c'est la feuille de route de la gauche dans les semaines qui viennent. Merci beaucoup. Stéphane Saint-André, maintenant, comment on fait justement pour articuler peut-être ces nouvelles revendications qui émergent par le bas et comment en fait poser des rapports de force face au mastodonte libéral qui est en face de nous? Je voudrais revenir sur quelque chose. On a beaucoup parlé de négatifs, notamment de voir perdurer certaines lois d'exception dans des domaines de nos libertés, sur la santé ou sur le droit du travail. Mais il y a aussi dans cette crise du positif, je pense au retour à certains endroits d'une certaine forme de citoyenneté, de solidarité, d'expérience retrouvée du collectif, de l'émergence aussi d'initiatives citoyennes, associatives, syndicales parfois. Et ça a été évoqué, je crois, par Bastien Fadot, dans une moindre mesure. Cela aurait pu être aussi le retour de l'utilité de l'État en tant que catalyseur de l'expression collective. Bon. Et donc, ça vient d'être dit, des changements s'imposent pour rétablir la confiance, d'autant que cette crise sanitaire vient mettre en lumière les dangers des dérives de l'état de droit. Il faut donc tenter de transformer ces nouveaux comportements, les comportements positifs dont je viens de parler, en un nouveau projet qui doit être porté par la gauche. Alors, 5e, 6e République, je ne sais pas, c'est pour moi juste une question de formulation, d'autant que la 5e a été modifiée 24 fois depuis
depuis 58 et 19 fois depuis 1992. Mais il faut savoir ce que l'on met dedans. Et il faut que nous soyons très, très concrets et qu'on ait des propositions concrètes. Il faut peut-être d'abord penser à changer notre façon d'être, notre façon de faire en tant que femmes et hommes politiques. C'est-à-dire qu'il faut, en toutes circonstances, et on voit bien ce que la crise révèle, il faut en toutes circonstances dire la vérité et savoir aussi parfois dire je ne sais pas. Alors après, il faut aller à la sortie de cette crise plus loin, l'abandon des lois scélérates, je pense à la réforme des retraites, ça vient d'être dit. Là, le rééquilibrage du pouvoir entre le président de la République et le Premier ministre, et donc le Parlement. Il y a quelque chose qui n'a pas été, alors c'est pas un détail, qui n'a pas été précisé tout à l'heure, c'est le problème de l'article 40 de la Constitution qui impose au Parlement de financer ce qui est proposé dans des amendements ou dans des propositions de loi. Et finalement, cet article 40 aboutit à déposséder le Parlement d'un pouvoir de légiférer, mais aussi, au bout du compte, à laisser le choix à Bercy, qui finalement prend un pouvoir considérable dans le pays. Et je pense que ça doit être Julien Drey qui en a parlé. Effectivement, beaucoup décident à notre place. Donc, il y a aussi, j'en ai parlé tout à l'heure, de nouvelles lois sur la décentralisation. Il faut aller plus loin. On voit bien aujourd'hui l'utilité de la région, l'utilité du département et plus encore l'utilité des communes qui ont besoin de moyens. Donc il y a aussi une question d'abondement de la dotation globale de fonctionnement, par exemple. Évidemment, le maintien des services publics, le retour des services publics dans tous les territoires. Le citoyen est trop éloigné aujourd'hui. Et ça permet aussi de résoudre la crise de confiance. Des moyens, évidemment, pour le service public en termes de santé, on le voit aujourd'hui, mais aussi d'éducation et de justice, car la justice ne fonctionne pas normalement. Je ne parle pas que de son indépendance, je parle aussi de ses moyens. L'introduction d'une dose de proportionnelle à l'Assemblée nationale. Là, les avis, on est quasiment tous d'accord sur ce point. Après, est-ce qu'on introduit 15%, 10%, 20%? C'est une question qui reste à trancher. Quelqu'un en a parlé tout à l'heure aussi, c'est la déconcentration de la presse qui, aujourd'hui, est concentrée dans les mains de 6, 7 ou 8 personnes dans ce pays. Un soutien important aussi au secteur associatif, je viens d'en parler, un soutien au numérique, un accompagnement de celles et ceux qui en sont trop éloignés, ça pose problème aujourd'hui, peut-être le statut de l'élu dont on parle et on n'a pas les moyens financiers d'aller plus loin, mais on voit quand on s'en donne le pouvoir, les moyens, on les trouve. Et puis, j'en termine là, des propositions de loi que j'avais pu déposer lorsque j'étais député sur, par exemple, la limitation dans le temps de la durée des mandats, et puis aussi l'obligation de voter qui ne peut, à mon sens, ne s'accompagner que de la reconnaissance du vote blanc dans les suffrages exprimés. Et puis, évidemment, toute nouvelle forme de participation citoyenne. Voilà quelques propositions que je voulais exposer pour qu'ensemble on puisse aller plus loin pour demain. Merci beaucoup. Bastien Faudeau, maintenant, il y a quand même un mot qui est revenu plusieurs fois là, au cours des discussions depuis la fin de la dernière partie, qui est celui de la souveraineté. Est-ce que vous pensez, au point où on en est aujourd'hui, que remettre ce mot qui parfois a été un peu décrié vraiment en avant, c'est une des solutions pour résoudre cette crise démocratique? De toute façon, je crois qu'il n'y aura ni refondation démocratique, ni transformation sociale, ni révolution écologique, ni primauté des biens communs et une défense
absolue des services publics si, en tout état de cause, nous n'avons pas été capables de reconstruire une république qui repose tout entière sur la souveraineté populaire. C'est le premier point, et ça veut dire être capable de restaurer dans ses droits un État-nation qui a organisé de fait la solidarité, et tous les Français l'ont vécu. Je crois que c'est Stéphane Saint-André qui a rappelé dans son propos que, effectivement, cette crise avait eu quelques bénéfices parce qu'elle avait permis aux Français de mesurer que l'acquis qu'ils ne regardaient peut-être plus quotidiennement de la même façon, aujourd'hui, leur regard se déportera différemment sur la présence des services publics sur l'ensemble du territoire national. Donc ça, moi, je pense que c'est vraiment une question centrale parce qu'en fait, elle est la condition de réalisation de toutes les autres. Alors, sur les questions de démocratie formelle, institutionnelle, autour de la 6e République, quel que soit le chiffre, sur le fond, je pense qu'on aura sans doute des débats sur une chose ou l'autre, mais qu'on arrivera à gauche assez rapidement à un accord général sur les mesures qui consistent à rééquilibrer considérablement l'exécutif par un pouvoir parlementaire qui doit représenter dans toute la diversité les citoyens de ce pays et leurs convictions. Ça, j'en suis convaincu. On pourra avoir des débats sur la révocation des élus. Ma conviction, si vous voulez, c'est que dans une crise de la confiance qui est, à mon sens, très fortement liée au fait, comprenons les choses simplement, pourquoi les gens ne vont plus voter? Il faut d'abord faire droit à ces millions et millions de Français qui décident sciemment de ne plus aller voter. Ils ne vont plus voter parce qu'ils pensent que ça ne sert à rien. C'est aussi simple que ça. Et la question centrale n'est pas de dire on va réorganiser tout ce mécano. La question centrale, c'est de leur apporter des garanties qu'il se passera à nouveau quelque chose. Et c'est ce qu'il se passera, sur lequel à gauche, il y a une ardente nécessité que nous nous mettions d'accord. Alors, je pense que on peut partir de la crise là maintenant. J'ai énuméré très rapidement tout à l'heure des mesures prises par le gouvernement dans l'urgence. J'oublie d'en citer certaines. Il y a aussi le contrôle aux frontières. Ils ont même rétabli, alors chose invraisemblable quand on y pense, le contrôle administratif des prix sur les gels hydroalcooliques. Si l'un d'entre nous avait utilisé le terme de contrôle administratif des prix voici 6 mois, il aurait été prêt à être jeté sur le bûcher, quoi, en fait. Hein. C'était des propos d'hérétiques. Alors, ils ont été très loin pour répondre à cette urgence. La question centrale qui se pose à nous, qui se pose à tous les Français, c'est pour quelle raison ce qui est valable, c'est-à-dire on met la dette entre parenthèses, Mélenchon parle de dette perpétuelle, parfait. On met un plan d'investissement sur l'ensemble du territoire. On parle aménagement du territoire. La France, c'est pas seulement Paris, Lyon, Marseille et quelques métropoles et villes-mondes qui comptent. C'est le fin fond des campagnes, des petites villes moyennes. Moi, je suis ici à Belfort, je peux en parler, où il y a une histoire industrielle, des savoir-faire et qui aujourd'hui sont balayés par la mondialisation libérale. Toutes ces questions-là sont absolument centrales si on veut parvenir à convaincre les Français qu'il se passe quelque chose. Le mécano institutionnel par là-dessus, la forme démocratique, la 6e République, je pense qu'elle pourra venir apporter un certain nombre de garanties. Mais ça, tout ce que je veux dire, c'est une condition nécessaire, mais attention, ce n'est pas une condition suffisante. Et j'en termine sur ce point, c'est pourquoi tout ce qui est valable aujourd'hui pour répondre à l'urgence ne serait-il pas pertinent à long terme? Pourquoi la reprise en main d'une certaine façon par le gouvernement et par le politique dans cette crise n'a-t-elle pas vocation à être l'avenir de notre République sociale en France? Et je dirais 2 toutes petites choses pour conclure. Je pense qu'il y a 2 questions qui se posent à nous tous à gauche. La première, c'est faire quoi qu'il arrive de l'unité dans l'état d'urgence dans lequel nous nous trouvons, parce que cette crise démocratique est d'abord une crise politique d'une très profonde ampleur, faire de la question de l'unité un préalable à toute forme d'action politique.
Et ça doit commencer par le bas, comme le disait Mathilde tout à l'heure, comme l'a dit également Evelyne Ternant. Nous avons parlé, nous, de notre congrès fondateur, d'un nouveau front populaire. Ce n'est pas un cartel de partis. Ça veut dire on met en mouvement les forces sociales du pays, les forces syndicales, mais aussi les forces politiques. Et la question ensuite qui se pose à nous, c'est de nous mettre d'accord sur cette restauration. On peut l'appeler comme on veut, je ne vais pas faire une querelle de mots, une restauration républicaine, une restauration de la souveraineté populaire, de la souveraineté de la cause commune, des causes communes. Voilà, j'en ai terminé. Merci. Merci beaucoup. Alors, Julien Drey, là, vraiment en 3 minutes, est-ce que là, ce que vous avez entendu, notamment par rapport aux questions soulevées par Bastien Faudos, c'est conforme à ce que vous appelez la reconstruction et la refondation démocratique à gauche? Oui, je vais prendre 2 minutes, 1 minute avant pour répondre à 2 remarques. Voilà. Moi, je suis d'accord pour dire qu'effectivement, il s'est passé des choses sur le plan de l'écologie, qu'effectivement, on a revu des poissons dans l'eau et des oiseaux et que l'air était meilleur, mais attention, ne pas théoriser ça, parce que le coût de cela, c'est quand même le fait qu'on a arrêté le pays et qu'il y a des millions de gens qui sont au chômage. Et donc, l'idée qui pourrait s'installer, c'est que finalement, la décroissance est formidable, mais la décroissance, ça se fait avec un coût social qui est considérable. Et Mathilde avait raison de dire qu'il y a aujourd'hui des gens qui ont faim. Et il y aura dans les semaines à venir des émeutes de la faim dans un certain nombre de quartiers parce que les gens n'en peuvent plus. Donc, ne voyons pas ça comme modèle. Le modèle, c'est un autre modèle de production qui doit induire un autre modèle de consommation, mais pas celui de la décroissance. Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est regardons les pays qui ont été les plus inefficaces dans cette crise sanitaire. C'est ça qui est intéressant. Ces 3 systèmes présidentiels, le Brésil, les USA et la France. Et si on prend d'autres systèmes qui ont bien résisté, ce sont des régimes parlementaires. C'est pour ça que l'histoire de la Ve République ou le chiffre, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est de sortir de l'élection du président de la République au suffrage universel. Et donc oui, il faut une constituante, mais pas, comme on dirait, une constituante à venir, on verra. Je pense que la gauche ne pourra s'en sortir que si elle dit « ils vous ont pris le pouvoir et nous allons vous le rendre ». Et dès les mois tout de suite, le plus rapidement possible, parce que sinon, je sais ce que c'est, si on va nous dire oui, on va ajuster les choses, on va amender. Non, il faut rompre. Le moment est venu de tout rompre, de tout déconstruire pour reconstruire quelque chose. Et il faut partir justement de cette souveraineté de l'Assemblée nationale. Et je vais prendre un exemple très simple. S'il y avait une vraie démocratie parlementaire, l'affaire des masques, elle ne serait pas passée inaperçue, parce que la disparition des stocks a été constatée, mais de manière lointaine. Elle a été constatée au Sénat. Il y a plusieurs sénateurs, mais comme on n'a pas une assemblée souveraine, ça a été mis sous le boisseau et on est passé ailleurs. Et c'est comme ça qu'on s'est rendu compte qu'à un moment donné, le pouvoir présidentiel avait décidé, pour faire des économies, de solder notre stock de masques. Donc voilà. Alors après, moi je suis d'accord sur le fait qu'il faut donner un contenu à cette constituante. Et le contenu, il y a 2 ou 3 choses sur lesquelles on peut se mettre d'accord très vite, mais j'ai écouté ce qui a été dit. Je suis moi pour maintenant une dotation universelle pour chaque jeune à 18 ans de 50 000 €. Voilà. Et je suis pour qu'elle soit prélevée sur les bénéfices des GAFA. Et je pense que ça, en termes de perspective, si vous voulez réintéresser les jeunes notamment à la politique, si la gauche se met à se battre pour dire maintenant un jeune à 18 ans, il a un capital de départ de 50 000 €, vous allez voir, moi j'ai vu autour de moi les jeunes, ils disent alors la politique, ça sert à quelque chose alors. Et c'est utile parce que c'est un nouveau départ dans la vie. Deuxièmement, on va avoir un chômage de masse qui va s'installer et il faut reprendre la proposition qui a été faite par Bernie Sanders dans sa campagne, c'est-à-dire une garantie d'emploi pour tous les chômeurs, garantie d'emploi qui peut être régionalisée. Il y a des fonds considérables dans la formation professionnelle qui servent à rien. Voilà, qui servent pour la plupart du temps à alimenter des boîtes, des coquilles vides et tout ce que vous voulez, etc. Et ben, on redéploie ces fonds, on recrée une garantie d'emploi publique régionale. Il y a du travail, il y a plein de choses à faire sur le plan social, sociétal, tout ce que vous voulez. Bon, voilà. Et donc là, il y a des choses. Mais je voudrais finir. Moi, je pense que la gauche et les écologistes, j'ai entendu tout le monde protester. Maintenant, le problème, c'est d'être positif par rapport aux gens. Si on veut instaurer une nouvelle mobilisation populaire, il faut des revendications offensives. Et la Constitution, une 6e République qui met dans le panier de mariage ces revendications offensives, et ben vous allez voir que tout d'un coup, les gens ils vont se réintéresser à la politique. Merci beaucoup pour cette réponse en plus qui a tenu parfaitement les temps. Je vais laisser 2 minutes de conclusion maintenant à Thomas Brantôme. Bon, l'exercice est difficile. J'aurais voulu répondre à beaucoup de choses, mais je ferai juste un point sur la souveraineté, je crois, puisque beaucoup l'ont évoqué.
il y a une confusion entre souveraineté, qui effectivement, ça a été dit, est un mot un petit peu démonétisé, qu'on n'aime pas trop, et je crois qu'il ne faut pas confondre souveraineté et souverainisme. Il y a une forme de connexion cognitive quand on entend ça. On dit, qui dit souveraineté dit souverainisme, dit haine de l'autre, dit nationalisme. Alors un mot, puisque j'ai juste une minute, il faut se rappeler qu'effectivement, on peut comprendre pourquoi il y a cette idée-là, parce que la souveraineté, c'est un concept qui a été inventé par un juriste au XVIe siècle qui s'appelle Baudin. Il définit cette souveraineté comme une puissance absolue et perpétuelle. Donc, on se dit que nécessairement, cette souveraineté, elle est dangereuse, mais elle est dangereuse en fonction de son titulaire. Évidemment, si elle est donnée à un dictateur, elle est dangereuse. Sauf que la chance de notre tradition française, c'est que lors de la Révolution française, les révolutionnaires ont compris cette idée-là et ont été retirés la souveraineté qui était captée par le roi depuis le XVIe siècle, justement, et ils l'ont donnée à la nation. Deux conclusions et deux conséquences de ce mouvement historique. D'abord, la bonne nouvelle, c'est qu'en définissant la nation comme un corps d'associés vivant sous une loi commune, nous avons une vision non ethnique. Tout le monde peut faire partie de la nation. Et donc, à partir du moment où la souveraineté est donnée à cette nation, il n'y a pas ce problème de xénophobie, etc., que peut laisser suggérer le souverainisme. C'est vraiment la souveraineté qui appartient à la nation. Et à ce moment-là, à mon sens, la souveraineté n'est plus synonyme d'oppression, comme on a pu l'imaginer, mais de libération. C'est une souveraineté d'émancipation contre le roi. Et contrairement à ce qu'on pourrait imaginer dans la mauvaise vision du souverainisme qui serait une domination des autres pays, au contraire, les révolutionnaires français appellent les autres peuples à ce que chacun soit souverain dans son pays. Et donc, ils disent cette phrase, les révolutionnaires, par exemple, tous les tyrans sont nos ennemis, mais tous les peuples sont nos amis. Donc, je termine sur cette phrase qui, en plus, est dans l'article 3 de la Constitution. Donc, il suffit de regarder, en fait, nos textes fondateurs. La souveraineté nationale appartient au peuple. À partir de ce moment-là, en effet, il n'y aura plus de crainte à avoir sur cette souveraineté et alors on pourra renouer avec la question démocratique. Merci beaucoup pour ces très beaux mots de conclusion et merci à toutes et tous pour votre participation ce soir. Je pense que on peut dire que ça a été un débat qui a été très dense avec beaucoup d'idées qui ont émergé et j'espère que de tous les côtés des écrans où vous vous situez, ça vous a intéressé. Et donc, le prochain rendez-vous, c'est demain à 15h pour le meeting de l'après. Bonne soirée. Merci.